modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier podcast avec Gilles Cavalli autour de la question de l'entrepreneuriat agricole, de sa compétitivité et des innovations qui ont trait. Aujourd'hui, nous nous intéressons au changement au sein du métier. Un métier qui se situe entre noblesse et puis finalement une forme de marche forcée vers l'avenir. Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de l'agriculture française ? On peut s'interroger. Le métier oscille entre une aura inspirante et pourtant une réalité difficile. Concrètement, comment cela se traduit-il, Gilles ? Encore une fois et comme toujours, tout en nuances. Régulièrement, vous avez les banques et les assurances qui font des enquêtes d'opinion, savoir qu'est-ce que pensent les Français de l'agriculture, des agriculteurs français, et les acteurs bénéficient d'une belle, forte aura positive. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, quoi. Le métier est vu comme étant de plus en plus, et c'est le cas, moderne de son temps. Il attire de plus en plus de monde. Aujourd'hui, quasiment la moitié des gens qui s'installent, ou le tiers, j'en suis sûr, mais peut-être la moitié des gens qui s'installent ne sont pas issus du milieu agricole. On a un petit acronyme, on aime bien les acronymes, les NIM, les non issus du milieu agricole. Donc c'est des gens qui n'ont pas de père, de mère, donc de tante, de grand-père, de grand-mère, agriculteurs, agricultrices, et donc qui s'installent sur une exploitation ou qui créent leur exploitation en partant sans avoir ce côté familial. Sachant que ces gens-là, souvent, ils sont sur des petites surfaces avec des productions maraîchères, bien souvent aussi en vente directe, c'est un peu caricatural, mais les capitaux sont tellement importants pour accéder à une exploitation classique de polyculture élevage ou de grande culture ou de viticulture qui tourne, que si vous n'êtes pas issu du milieu agricole et si vous n'avez pas la possibilité d'un héritage ou d'emprunter d'avance sur héritage ou d'emprunter à la famille, vu l'argent qu'il faut mettre sur la table pour le peu de cash qui est généré, c'est quasiment million impossible. Donc ça attire du monde, il y a une bonne image, et à côté de ça, vous avez des emplois vacants en pagaille, des dizaines de milliers d'emplois vacants saisonniers et permanents dans tout secteur agricole confondu, que ce soit les productions végétales, les productions animales, les problèmes de saisonniers très importants qui fait que les agriculteurs français font appel à de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est, du Maghreb, d'Amérique du Sud. Il y a des gens qui viennent ramasser les melons, les fraises, qui viennent d'Amérique du Sud pour passer la saison et faire le boulot qui est absolument nécessaire et indispensable, parce que sinon on n'aurait pas d'asperges, de melons et de fraises français, puisqu'il n'y aurait personne pour venir les récolter. De temps en temps, heureusement, c'est rare, mais c'est vrai que ça arrive, quelques abus manifestes et quelques procès retentissants sur les conditions déplorables, pour utiliser un euphémisme, de travail de ces gens-là. On parle du XXIe siècle en France aujourd'hui. C'est marginal, mais ça existe. Ces problématiques de travailleurs détachés. Donc c'est assez paradoxal. On a un métier qui est le métier le plus noble qui soit, qui permet de produire des aliments pour nous nourrir au quotidien. Aujourd'hui, on parle de RSE à tout crin, de développement durable, de métier qui fait du sens. Qu'est-ce qui fait plus sens que de produire pour nous donner à manger à ses concitoyens et à la population et à la communauté qui nous entoure ? Il y a des métiers qui font sens, mais celui-là, il n'y a pas besoin de se poser 36 fois la question sur le sens qu'il a. Et pourtant, difficulté de recrutement et sur certains aspects également une mauvaise image du métier. D'accord. L'entrepreneur agricole dans tout ça, pourquoi ne passe-t-il pas plus le flambeau en fait Qu'est-ce qu'il vit au quotidien qui peut bloquer cette passation,
cette transformation entre une aura positive et une réalité opérationnelle? Bah, son quotidien, alors bien souvent, on a quand même des gens qui, en moyenne, en termes de volume horaire, travaillent beaucoup plus que 35 heures. Après, c'est aussi des choix de vie, hein. C'est pas forcément à plaindre, mais c'est juste des choses à tenir en compte. Et puis, vous avez quand même des problématiques qu'est-ce qui vit? Vous avez des problématiques fortes, des enjeux forts du quotidien de l'agriculteur, de l'agricultrice aujourd'hui dans notre pays. Ça s'appelle les accidents du travail. Vous avez des taux d'occurrence d'accidents du travail qui dépassent tous les plafonds de n'importe quel autre secteur d'activité de notre pays. On parle de centaines de morts, salariés ou patrons, par an, notamment en élevage, mais pas que. Avec les difficultés de contention et d'animaux, des vaches, des taureaux et autres. Et puis, évidemment, avec du matériel, une prise de force d'un tracteur, c'est le truc qui tourne derrière le tracteur, là, qui permet de brancher les outils, de faire tourner, actionner les outils qui sont derrière le tracteur. Donc ça, c'est des choses qui sont excessivement dangereuses. Donc, les accidents de travail, c'est une thématique de ce qu'ils vivent au quotidien. Ensuite, on a ce côté, la pression sociale qui use, quand les cyclistes vous font des bras d'honneur, ou passent à proximité et puis se pincent le nez, ou voire même, pour quelques cas isolés, heureusement, interpellent et frappent, c'est arrivé l'an passé, un agriculteur en train de travailler. Donc, c'est-à-dire que le gars, il a quand même pris le temps de descendre de la bagnole, d'aller vers le tracteur, de monter, etc. Vraiment, des choses qui sont complètement folles pour quelqu'un qui fait son métier, et dont le métier, c'est permettre de te nourrir. Il n'est pas là pour autre chose. Et il le fait bien souvent avec envie, avec passion, avec humilité, parce que bah, t'as les aléas climatiques qui font que peut-être que tout le travail que tu as fait, il va être détruit par un orage, et bah, ça, il faut beaucoup d'humilité pour être capable de l'accepter. Donc, et ça use, ça mine le moral, ça fait qu'on a une profession qui ne parle pas forcément de son métier de façon très, très positive, et donc qui n'est pas forcément très attractive pour le renouvellement des générations. Même si vous avez quantité. Vous avez quand même quelques agriculteurs qui aujourd'hui ont choisi de communiquer positivement, notamment via les réseaux sociaux, sans passer par les médias classiques, sur la beauté et la réalité de leur métier. Et puis un autre sujet, pas glorieux, mais que je ne peux pas ne pas évoquer, en lien plus ou moins étroit avec ce que je viens de dire, c'est tout ce qui est lié au suicide. Les agriculteurs font partie des professions où le taux de suicide est le plus important, avec les médecins de campagne, enfin les médecins de ville, les médecins de cabinet, voilà, qui ont leur propre patientèle, et en profession libérale, et puis les gendarmes. Ça fait partie des trois professions où les gens choisissent en pourcentage le plus de mettre fin à leur jour volontairement. Pas facile à dire pourquoi, mais en tout cas, le suicide, c'est ne pas pouvoir faire face. Alors, on a les problématiques économiques, certes, mais c'est pas forcément ça qui entre en jeu quand on voit le profil des gens qui prennent cette décision irrémédiable. Il y a l'isolement, il y a la pression sociale, la pression familiale, il y a le sentiment de ne pas pouvoir y arriver par rapport à des aspects aussi liés à l'administratif et autres. Donc, on a aussi cette réalité-là qui fait que c'est un métier plein de sens, un métier noble, un métier absolument formidable, une diversité incomparable, et aussi, quelque part, pour certains qui ne voient pas de solution et qui peut-être ne peuvent même pas s'imaginer qu'ils arrêtent le métier pour faire autre chose, parce qu'une ferme, ça ne s'arrête pas. Et donc, ça met une pression énorme, et ça, c'est le côté très social, très familial, qui n'est pas facile à comprendre quand on ne le vit pas, quand on n'est pas issu du milieu, et qui peut-être être une forme un élément d'explication sur ces drames qui se jouent et qui sont significatifs en termes de nombre de personnes que ça concerne tous les ans. Donc il y a finalement un poids idéologique, effectivement, qui intervient et qui profite des contraintes sociales pour exercer une pression, une forme d'oppression, ce qui amène une question importante à notre époque, qui est une époque marquée
par l'arrivée de ce qu'on appelle la guerre économique, comme jamais on l'a vu auparavant, le monde agricole n'aurait-il pas tout à gagner en se dotant de moyens modernes de gestion, pour se protéger vis-à-vis de ça, pour défendre son influence, pour contrôler les informations qu'il émet, bref, muscler ses actions, je veux dire, pour tordre le cou aux idéologues, à la fois séduire et en même temps défendre ceux qui s'engagent dans cette voie, qui est effectivement une voie très noble. Ça m'évoque j'ai presque envie de dire deux ratés. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, bon nombre, quand on regarde l'histoire récente, au tournant des années 70, quand la grande distribution a commencé à apparaître dans notre pays, les agriculteurs possédaient et maîtrisaient la production et la transformation, une bonne partie des usines agroalimentaires via les coopératives. Et j'ignore comment ça s'est fait, le pourquoi du comment, mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su faire ils n'ont pas choisi de faire l'étape supplémentaire, à savoir d'investir et de s'investir et de maîtriser cet échelon de la grande distribution. Et aujourd'hui, la grande distribution, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps parce que on a très peu de centrales d'achat et donc ils ont un poids énorme sur leur approvisionnement. Ça, c'est la première chose. Donc ça revient à ces questions économiques, de prix, de possibilités de choisir, de faire ses factures, de proposer ses prix de vente avec le marché, mais ce rapport de force qu'on a évoqué dans les précédents échanges. Et puis le deuxième, beaucoup plus en rapport avec ta question, c'est la communication. Alors moi, j'utilise le terme de communication, toi tu utilises le terme de guerre économique. Chacun spécialiste. Je ne suis pas spécialiste de communication et encore moins de guerre économique, mais du monde agricole, je connais un petit peu le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se sont arrêtés à une agriculture d'il y a 40, 50, 60 ans, n'ont pas vu l'évolution positive et moderne et n'ont pas suivi l'évolution du métier. Aujourd'hui, vous montez dans une tracteur, dans une moissonneuse, vous avez des boutons dans tous les sens. Les GPS, ils sont précis à 2 cm. Il y a les cartes satellites. Alors, c'est une réalité, c'est pas la réalité avec tout le monde, mais vous avez des logiciels de gestion qui vous permettent de faire des choses très fines, la génétique qui vous permet, dans un temps qu'elle est, de différencier les cellules des différentes vaches. Pardon, c'est des choses qui sont assez poussées, assez incroyables. Et pourtant, sur le volet communication, la communication des agriculteurs, elle leur a, à mon sens, quasiment complètement échappé. Ça a commencé à changer depuis, on va dire, 5 ans, quelque chose comme ça, peut-être 7 ans, avec la démocratisation des réseaux sociaux, du Facebook, du Twitter, du YouTube, et des acteurs agriculteurs, et qui ont commencé à communiquer sur leur métier, à défendre l'intérêt de leur métier, leur vision des choses, leur vision du monde, qui est ce qu'elle est. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, c'est récent dans l'histoire agricole que les institutions agricoles, syndicalisme, chambres consulaires et autres corporations ont communiqué sur le métier, mais à un moment, il y a eu un hiatus, et le hiatus a créé cette incompréhension du fonctionnement d'une exploitation agricole actuelle par le grand public. Et cette incompréhension, elle perdure, et elle est en train, à mon sens, d'être un petit peu comblée par des initiatives individuelles grâce à la formidable porte ouverture sur le monde que les réseaux sociaux leur permettent. Donc effectivement, je ne sais pas ce que ça va donner dans les années à venir. Si d'un point de vue institutionnel, ça va redresser la barre. Si je veux comparer un point de vue institutionnel, on a tous en tête le slogan des artisans, la première entreprise de France. On a tous en tête les spots publicitaires de l'armée, notamment de l'armée de terre, pour s'engager. Volet agricole, on est bien en peine de trouver quelque chose comme ça qui marque les esprits, ou qui a marqué les esprits positivement, suffisamment pour dire que on a une communication qui est forte, qui donne du sens,
qui est facilement compréhensible. Donc, et c'est lié forcément avec cette histoire de commercialisation et d'influence, parce que les agriculteurs, ils sont attaqués par les associations environnementalistes, les associations antispécistes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, vous avez compris. Ça leur fait mal, parce qu'ils font leur métier, ils le font du mieux possible, ils le font avec tout leur cœur et leur tripes, et on vient, c'est peut-être fondé, c'est pas ça mon propos, mais vraiment appuyer là où ça, au cœur même de ce pourquoi ils vivent et ce en quoi ils croient. Et c'est violent, ça.